Bonsoir et merci de suivre ce 23h dans l'actualité ce soir. Une session extraordinaire de la CEDEAO s'est ouverte ce samedi à Lomé au Togo. Session convoquée par le président togolais Faure Gnassingbé qui assure la présidence tournante de cette organisation. Une dizaine de chefs d'État ouest-africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, se sont penchés sur la crise en Guinée-Bissau. Ici en terre ivoirienne, une cérémonie hommage au président de la République s'est tenue dans la région du Tchologo. Elle a permis de saluer les actions de développement du président Alassane Ouattara. C'était en présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan. C'est une belle prise pour les douanes ivoiriennes. Elles ont saisi 24 tonnes de marchandises frauduleuses, dont des produits pharmaceutiques non enregistrés. Ces produits d'une valeur d'1 milliard de nos francs devraient être écoulés sur le marché. Bienvenue pour cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce samedi après-midi. Il était à Lomé où il a pris part dans la journée au sommet extraordinaire de la CEDEAO. À son arrivée, le chef de l'État ivoirien a été accueilli par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, et des membres du gouvernement. Une dizaine de chefs d'État ouest-africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, se sont donc retrouvés ce samedi à Lomé, capitale togolaise. C'était à la faveur d'une session extraordinaire de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au menu des échanges, la crise en Guinée-Bissau. Le sommet a salué et encouragé la solidarité sous-régionale et internationale autour des efforts déployés ces derniers mois en interne et à l'étranger pour une sortie durable de crise dans ce pays. Jérôme Kofi Aboulin était notre envoyé spécial dans la capitale togolaise. La situation politique en Guinée-Bissau, en faisant l'objet de sa session extraordinaire ce samedi 14 avril 2018 à Lomé, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a bien le cœur net, convaincu que cette situation, même si elle est préoccupante, n'est pas irrémédiable. Et comme l'indique le communiqué final, il faut dans un bref délai, c'est-à-dire au plus tard le mardi 17 avril, choisir un nouveau Premier ministre bissau-guinéen dit consensuel en la personne de Aristide Gomez. Il faut aussi organiser des élections législatives le 18 novembre de cette année 2018 en Guinée-Bissau. Pour la conférence, ces deux points de ce communiqué doivent être perçus comme un gage devant conduire la Guinée-Bissau à la réalisation des réformes constitutionnelles pour la stabilité du pays. Et toutefois, les acteurs politiques de la Guinée-Bissau sont invités à poursuivre le dialogue dans le but de parvenir à un idéal commun, un idéal qui s'inscrit dans la voie indiquée au cours de cette session à la fois par le président Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Guinée-Bissau, Modibo Ibrahim Touré, et le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Bourreau. Un idéal comme un slogan, c'est-à-dire « tous pour la Guinée-Bissau pour tous ». Avec ces éléments qui démontrent ainsi le succès du sommet de Lomé, on peut dire une fois de plus que le leadership du président Alassane Ouattara n'a pas fait défaut. Le chef de l'État ivoirien, pour avoir eu l'idée de conduire une concertation avec les présidents togolais, guinéens, bissau-guinéens et le président de la commission de la CEDEAO, bien avant le déroulement des travaux. Ici en Côte d'Ivoire, rendons-nous dans la région de Tchologo, précisément à la place Alassane Ouattara de Ferkessédougou, où les populations ont rendu un vibrant hommage au président de la République pour ses actions de développement. La cérémonie a enregistré la présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan et de plusieurs autres personnalités. Herman Guivi. Jour de fête à Ferkessédougou, le Tchologo célèbre le plus illustre de ses fils, le président Alassane Ouattara. Présent à cette célébration de reconnaissance au chef de l'État, le vice-président de la République Daniel Cablon-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Affaires présidentielles Ibrahim Ouattara, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, plusieurs membres du gouvernement, cadres et élus du Tchologo, tous venus joindre leur voix à celle du Tchologo pour dire merci à Alassane Ouattara, le grand bâtisseur, dixit Guillaume Soro, fils de la région. L'événement de ce jour n'a nullement la prétention de dire que tout a été fait, que tout ce qui a été fait est parfait. Mais nous sommes sortis d'une époque où très peu de choses étaient faites en faveur du Tchologo pour entrer
avec son Excellence Alassane Ouattara dans un temps de réalisation au profit de ses populations. Il faut donc avoir l'humilité de reconnaître et de saluer à sa juste valeur ce qui a été fait et bien fait. Chers parents, mesdames et messieurs, je crois, c'est ma conviction personnelle, qu'il faut encourager le président Alassane Ouattara à aller encore plus loin dans ses réalisations au profit non seulement des populations du Tchologo, mais aussi de toutes les populations de toutes les régions de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Saluant la grande mobilisation de ce jour, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cadre de la région du Poro, a tenu à rappeler les bénéfices obtenus par la Côte d'Ivoire depuis l'arrivée du chef de l'État à la magistrature suprême. Au plan international, grâce au leadership avéré du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé toute sa place dans le concert des nations. Elle se positionne aujourd'hui comme un carrefour privilégié pour les grands événements mondiaux, qu'ils soient politiques, économiques ou culturels. Au plan politique, la vision et la détermination du président Alassane Ouattara renforcent chaque jour davantage notre démocratie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers jeunes frères, merci pour votre message fort de soutien et d'encouragement au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, envers qui nous avons tous un devoir incontestable de reconnaissance et de solidarité. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est réjoui de la ferveur et de l'intérêt manifesté par les populations du Tchologo ce jour de célébration, les invitant à se faire apôtres de la paix à l'image du président de la République Alassane Ouattara et de son aîné Henri Konan Bédié, qui œuvrent ensemble pour la paix en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qui peut se dire ici et là, ces deux grands hommes d'État, viscéralement attachés à la paix, comme leurs vénérés prédécesseurs, contribueront d'œuvrer en synergie pour la cohésion et l'harmonie dans ce pays. Je voudrais nous exhorter toutes et tous à ne ménager aucun effort pour œuvrer toujours dans le sens de l'entente, de l'unité et d'une plus grande solidarité et synergie d'action. J'exhorte les élus et les cadres du Tchologo à s'investir pleinement dans les efforts de développement de leur belle région afin d'en faire l'une des plus dynamiques de notre pays. Place ensuite au dévoilement de la plaque qui marque l'inauguration officielle du boulevard Alassane Ouattara de Ferkessé-Dougou. Que pensent les participants à cette cérémonie hommage au chef de l'État? Pour le savoir, notre reporter Emman Guivet leur a tendu son micro pour recueillir leurs différents avis. Après que toutes les régions aient manifesté leur témoignage, leur confiance au président Alassane Ouattara, voilà que la terre de ses ancêtres, habitée par toutes les populations, s'est levée comme un seul homme pour dire merci, traduire toute leur reconnaissance et témoigner toute leur affection, mais surtout leur confiance à ce grand homme, à ce grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Très satisfait de cette mobilisation, nous sommes bien satisfaits du travail qui a été fait. Nous avons travaillé pendant une semaine. Merci aux populations. Le président Alassane Ouattara mérite cette mobilisation et nous sommes prêts à l'accompagner. Nous nous associons au fils du Tchologo pour dire merci aussi au président de la République pour ses œuvres réalisées en si peu de temps. Tous les enfants de Côte d'Ivoire sont réunis et ils ont pris un engagement devant le vice-président de la République pour aller à la paix. Infrastructure, routes, santé, éducation, la population est satisfaite et les perspectives à venir sont très bonnes. Je crois que cette reconnaissance, il mérite, parce qu'il faut s'acquitter convenablement de ses devoirs en espérant mériter le respect de ses droits. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Nous restons dans la page politique de cette édition. Dans la ville de Mans, le Rassemblement des Républicains mobilise ses militants autour des futures échéances électorales. C'est une initiative du secrétariat départemental qui a aussi instruit les militants sur son fonctionnement et la maîtrise du processus électoral. Eve Boué est notre correspondante sur place. Le Rassemblement des Républicains du département de Mans forme ses responsables politiques.
secrétaires départementaux, commissaires politiques, secrétaires de section, responsables de structures spécialisées RER, RJR, RFR ont été entretenus sur 2 thèmes majeurs, à savoir l'animation et le fonctionnement d'un secrétariat départemental et la maîtrise du processus électoral. Des thèmes d'actualité bien choisis. Un militant mal formé est un danger pour son parti. Alors, ces 2 thèmes sont très importants dans la vie d'un parti. Parce que quand on parle d'un secrétariat départemental, il faut aller d'abord à la base, ensuite aux sections, ensuite aux zones qui sont pilotées par les commissaires politiques et le tout couronné maintenant par un secrétaire départemental. Cette formation est organisée par le secrétariat départemental de Mans avec l'appui d'un cadre du parti. Et quand vous êtes cadre du parti, vous êtes automatiquement en mission. Il ne faut pas attendre qu'on vous confie des responsabilités. Nous sortons d'un 3e congrès. Il était important de venir raviver les résolutions de ce congrès, de venir raviver la flamme militante au niveau des militants. Les militants apprécient cette action. Ils affirment être prêts pour relever les futurs défis, surtout les élections régionales et municipales qui pointent déjà à l'horizon. Le quartier de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, a servi de cadre à la rentrée politique de la jeunesse unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire. La cérémonie a vu la participation de 40 coordinations venues de tout le pays. La JUNCI exhorte la jeunesse à la culture de l'unité et la cohésion sociale. Ahmed Traoré, Herman Guivé. Journée festive pour les 40 coordinations de la JUNCI, Jeunesse Unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire, venues de toutes les contrées du pays pour prendre part à la rentrée politique de leur structure. L'objet de cette rencontre, selon son président, est d'amener la jeunesse à jouer pleinement son rôle en cultivant le sens de l'unité et de la cohésion sociale. Il y a plusieurs façons de servir son pays. Nous voulons résolument nous engager sur le chemin du changement, afin que foisonnent dans tous les secteurs des modèles de réussite. Notre engagement va au-delà de notre intérêt personnel. La jeunesse est consciente de cet engagement qu'elle veut prendre, de la responsabilité qu'elle fait sienne. Ce sursaut d'orgueil est nécessaire pour la Côte d'Ivoire nouvelle de demain. Une démarche saluée par Touré Mamadou, cadre du RDR, qui représentait pour la circonstance le Premier ministre et le ministre d'État, ministre de la Défense. L'avenir de notre jeunesse viendra de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre capacité à vous offrir des formations concrètes de courte, moyenne et longue durée. Et ces réformes, le président et le Premier ministre nous ont instruits. Nous allons former les jeunes parce que ça peut être la formation qu'on peut donner du travail. Le rôle de la jeunesse pour une Côte d'Ivoire nouvelle et responsable, le thème de cette rentrée politique, les membres de la JUNCI entendent parcourir tout le pays pour véhiculer leur message. 1 milliard de francs CFA, c'est la valeur des produits saisis par les douanes ivoiriennes. Ce sont 24 tonnes de marchandises frauduleuses, dont des produits pharmaceutiques non enregistrés qui s'apprêtaient à être écoulés sur le marché. Lansine Bakayuku. Ces 24 tonnes de marchandises saisies valent environ 1 milliard de francs CFA. En provenance essentiellement des frontières ouest de la Côte d'Ivoire, elles sont composées de pagnes, de liqueurs, de champagne, de boîtes de conserve et surtout de produits pharmaceutiques non enregistrés. Le plus important pour nous, c'est de continuer le combat de la protection de l'économie ivoirienne. À chaque instant, il faut que nous restons éveillés, que nous soyons vigilants afin que l'économie ivoirienne soit protégée. La corporation des pharmaciens, grosse victime des circuits de faux médicaments, ne cache pas son enthousiasme, mais en appelle au démantèlement intégral de tous les réseaux d'approvisionnement et de vente. Une telle saisie nous encourage parce qu'on sait que ces produits ne vont pas empoisonner nos populations. Toutes les villes ont aujourd'hui des marchés de rue. Nous demandons alors à nos autorités de prendre des décisions fortes de sorte que ces marchés soient fermés. Stockés à la brigade de Yopougon-Gesco et dans un entrepôt d'Azito, les produits appropriés à la consommation seront vendus aux enchères. Les faux médicaments feront l'objet de procédures puis détruits. Les fausseurs, lorsque nous les prenons, nous engageons une procédure qui, dans un premier temps, nous amène à récupérer avec eux, en termes d'amende, ce que nous pouvons récupérer. Et puis par la suite, nous les mettons à la disposition du juge.
Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État salue les unités d'intervention de la Direction générale des douanes pour le travail abattu. C'est une vigilance de tous les instants qu'il faut. C'est la traduction donc des instructions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en lien avec la vision du président de la République de renforcer la protection de l'économie nationale et partant donc des emplois des Ivoiriens. Pour la mobilisation optimale des recettes fiscales, l'État continuera à équiper les services des douanes en matériel ultramoderne, mais il revient également à la population d'adopter un comportement citoyen en cas de constat suspect. Parlons économie, la deuxième session du cours régional de politique commerciale a pris fin hier. Elle devrait permettre aux participants de renforcer leurs capacités en négociation internationale. Cette formation était organisée par les experts de l'Organisation mondiale à l'École nationale supérieure de statistiques appliquées. Nadia Eja, Alexis Ouedraogo. 29 auditeurs, dont 4 Ivoiriens, ont pris part à la deuxième session du cours régional de politique commerciale. Durant 8 semaines, ces fonctionnaires venus de 15 pays d'Afrique francophone ont assisté à cette formation organisée par l'Organisation mondiale du commerce et l'École nationale supérieure de statistiques appliquées. Il s'agit de former d'abord aux règles de l'OMC, donc les règles de l'Organisation mondiale du commerce, et aussi les former aussi à être représentants des pays dans les différentes négociations commerciales. Donc c'est un premier niveau de formation. En plus de le background en économie, les participants ont reçu les rudiments nécessaires pour mieux appréhender le processus dans un système commercial multilatéral. Le fait d'avoir été sélectionné, c'est déjà bon, mais à la fin, il faut avoir le diplôme. Ça va beaucoup nous servir en matière d'élaboration de politiques et d'examen de politiques commerciales et même la formulation de nos politiques. Donc je pense que cette formation-là vient vraiment combler un gap qu'avant nous n'avions pas. Avec ces acquis, ces fonctionnaires pourront contribuer à une croissance des échanges commerciaux dans leurs pays respectifs. Représentant le ministre du Commerce, Narcisse Yesso a souligné l'engagement des États aux côtés des diplômés. Je voudrais vous redire combien vous êtes attendus sur ce chantier et vous assurer de la disponibilité des gouvernements de nos États respectifs à vous y accompagner avec enthousiasme, confiance et responsabilité. Le deuxième niveau de la formation se tiendra à Genève en Suisse. Les participants jugés aptes après la sélection pourront s'y rendre pour un perfectionnement. C'est un soulagement pour les populations du quartier précaire Les Oliviers, autrefois appelé Colombie, elles qui éprouvent d'énormes difficultés à circuler sur les artères. La mairie de Cocody a lancé récemment les travaux de reprofilage des voies de ce quartier. Francis Boifou. Cocody, Les Oliviers. Plus de 100 000 personnes habitent ce quartier, autrefois appelé Colombie, un quartier précaire de la commune. Nous sommes interpellés au passage de notre équipe de reportage par l'infirmier d'un cabinet médical privé. Depuis 3 ans que je suis là. Vraiment, la voie est dégradée, ça fait que les malades, même, on a du mal à les évacuer dans les autres coins en cas d'urgence. Il n'y a pas de route. Si à la pluie, on a un problème de rentrer chez nous. Vraiment, on veut que l'enquête nous donne un coup de main. Pour aider, on veut qu'on va les bonnes voies. À l'écoute des populations, le maire et son conseil municipal ont entamé des travaux de reprofilage des voies. On pense aussi, après le reprofilage, trouver quelques moyens subsidiaires pour faire le bitumage. Aux 2 plateaux Les Perles, 650 mètres de voies linéaires ont été bitumés et les voies du quartier Sikoji 246 logements réhabilités pour un montant de 126 millions de francs CFA, entièrement financé par la mairie de Cocody. La direction des cantines scolaires veut améliorer leur fonctionnement. Elle a élaboré un document de politique et de stratégie nationale d'alimentation scolaire. Ce document a été soumis à un atelier de validation tenu jeudi dernier ici à Abidjan. Issaïou. Pour la période 2017-2022, la direction des cantines scolaires veut apporter des innovations dans la stratégie nationale d'alimentation scolaire. Réunis en atelier, toutes les parties prenantes de l'école ivoirienne ainsi que les partenaires internationaux sont venus s'accorder afin de valider le contenu du document de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire. La nouveauté par rapport à la stratégie passée, c'est la promotion des produits locaux et aussi voir dans quelle mesure les cantines scolaires peuvent impulser
la mise en place de petites et moyennes industries au niveau de la Côte d'Ivoire. Aux côtés de l'école ivoirienne depuis 1989, le Programme alimentaire mondial, PAM, se félicite des actions du gouvernement ivoirien qui ont permis d'améliorer les résultats scolaires en favorisant la construction des cantines scolaires dans les endroits les plus reculés de Côte d'Ivoire. Le modèle d'alimentation scolaire ivoirien, basé sur la participation communautaire, s'inscrit dans la durabilité, en ce sens qu'il met au centre de sa stratégie la cantine scolaire comme un vecteur de développement local. Le directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, des enseignements techniques et de la formation professionnelle indique que le document de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2017-2022 est le résultat de l'actualisation du document de 2012-2016 qui a révélé des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Avec l'avènement de nouvelles orientations marquées par la vision 2025 qui prévoit que tous les élèves de Côte d'Ivoire inscrits dans les structures de l'éducation de base prennent chaque jour d'école un repas chaud et équilibré à la cantine. Le ministère donc qui tire profit des leçons apprises du premier document de stratégie a relevé des défis persistants en matière d'alimentation scolaire. La Côte d'Ivoire compte 5 400 cantines scolaires pour 1 100 000 rationnaires. Une étude sur l'égalité du genre en Côte d'Ivoire a été menée par l'ONU Femmes et l'Union européenne. Il en ressort que le taux de participation des femmes dans les instances de décision reste toujours faible. Un atelier national de validation sur cette étude a été initié. On en sait plus avec Grace Kondo. La représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision demeure encore faible en Côte d'Ivoire. On note 18,2% au gouvernement, à l'Assemblée nationale 11,37%. Il faut valoriser la femme, il faut la soutenir, il faut l'encourager, il faut l'aider à avancer. Sans la femme, il n'y a pas d'émergence. Pour mesurer et comprendre l'évolution de la situation en matière d'inégalité entre femmes et hommes, l'ONU Femmes et l'Union européenne ont mené une étude sur l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. Le premier axe était de faire une compilation de tous les documents de référence en matière de genre qui existent en Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, nous avons évalué et donc fait une analyse documentaire pour voir l'existant. Et nous avons complété cette approche justement par des entretiens avec des personnes ressources en Côte d'Ivoire et des acteurs internationaux également. En ce qui concerne les femmes, la Côte d'Ivoire a déjà fait le chemin. C'est dire que la Côte d'Ivoire entend donner la place qui lui revient aux femmes et nous allons accompagner cette priorité. L'étude a été menée dans 8 domaines, entre autres justice et sécurité, état civil et migration, emploi, protection sociale et formation professionnelle. Elle permettra au ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité d'accélérer le progrès en faveur de l'égalité du genre et de l'autonomisation en Côte d'Ivoire et aussi contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. En culture, la ville de Daokro a vibré récemment au rythme de la 14e édition du FICAD, Festival international de la culture et des arts de Daokro. Thème choisi, promotion de l'industrie culturelle et touristique face aux défis de développement local. Le FICAD vise à mettre en relief le potentiel touristique et culturel de la région de Lifou. Abou Sanougou. Le rideau est tombé sur la 14e édition du Festival international de la culture et des arts de Daokro, FICAD. C'est autour du thème promotion de l'industrie culturelle et touristique face aux défis du développement local que des milliers de festivaliers ont communié durant une semaine. L'objectif étant de mettre en lumière le potentiel touristique et culturel de la région de Lifou en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Faisant ainsi entrer le FICAD dans une nouvelle dimension, celle du développement de la région de Lifou, tout en valorisant l'industrie culturelle. À l'instar des autres festivals, nous demandons que pour une fois pour toutes, que le FICAD soit inscrit au budget de l'État de Côte d'Ivoire.
de sorte à ce que l'effort que nous faisons ici puisse être soutenu. Représentant le vice-président de la République à cette cérémonie de clôture, le ministre Patrick Hachi a encouragé les organisateurs à travailler afin de favoriser l'émergence d'un marché des industries. Cette manifestation est en outre un moyen de faire découvrir les potentialités, les richesses culturelles et artistiques du grand peuple baoulé aux touristes qui visitent la région. À cet égard, le FICAD contribue au rayonnement de la culture de notre pays. Ce festival est, par ailleurs, une occasion privilégiée pour faire la promotion des entreprises et plus particulièrement celles qui sont installées à Daoukourou. La 14e édition du FICAD a enregistré la participation de plus de 500 exposants venus de toute la Côte d'Ivoire, mais aussi du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Guinée-Conakry. La 4e édition du Festival des Alliés vient également de refermer ses portes. Elle était meublée de moments de convivialité et de communion entre les peuples à Katiola. Retour sur le carrefour des Alliés à Katiola avec Issaïo. Katiola, localité située au centre-nord de la Côte d'Ivoire, au rythme du Festival des Arts et des Cultures des peuples alliés. Pendant 3 jours, la cité de la poterie est devenue le carrefour des Alliés. Initié par l'ONG Convergence Culturelle, ce festival, qui est à sa 4e édition, a été l'occasion pour les festivaliers de célébrer non seulement la diversité culturelle, mais aussi de vivre ensemble à travers les alliances inter-ethniques. Ce festival connaît un véritable engouement auprès des populations. Prestation de plus d'une trentaine de danses traditionnelles venues des différentes régions, d'artistes, concours de beauté, Miss Alliés, concerts et bien d'autres activités ont tenu le public en haleine. Outre ces prestations, la population a pu suivre un film documentaire sur les potentialités touristiques de la région du Hambol et des pièces de théâtre. Parrainé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cette 4e édition du Festival des Arts et Cultures des peuples alliés a tenu toutes ses promesses. Il a permis aux jeunes de s'approprier les valeurs des alliances, facteurs de paix. Ailleurs, à New York, ce samedi, l'ONU a appelé à la retenue de tous les acteurs dans le conflit syrien après les frappes occidentales lancées la nuit dernière à 4 heures du matin à Damas. Ce sont des frappes en réponse à l'attaque chimique présumée qui a visé les civils de Douma. Et de son côté, la Russie a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité qui se tiendra à 15h temps universel. Le président russe Vladimir Poutine dénonce avec la plus grande fermeté les frappes menées. Il a annoncé que la Russie convoquait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour évoquer les actions agressives des États-Unis et de leurs alliés en Syrie. Alexis Ouedraogo revient avec plus de précisions sur la crise syrienne. Depuis 2011, c'est l'heure du printemps arabe. La contagion contestataire atteint la Syrie. En mars de cette année, de jeunes collégiens, des adolescents écrivent sur les murs de Dera, dans le sud du pays. Un slogan scandé dans les rues, le peuple veut la chute du régime. Ils sont arrêtés par les services de sécurité et torturés. À la suite de l'acte, des manifestations éclatent dans tout le pays. Des centaines de milliers de manifestants réclament la démocratie et la fin de la corruption. Les forces du régime réagissent, tirant sur la foule, faisant des morts et des blessés. À la fin de l'année 2011, l'ONU dénombre déjà 5000 morts. Autre raison évoquée plus profonde, le ras-le-bol des populations face à la dégradation des conditions de vie. La sécheresse qui a frappé le pays entre 2006 et 2011 n'a pas arrangé les choses. Les médias retiennent la date du 31 juillet 2011 pour marquer le début de la militarisation de la révolte. Ce jour-là, un groupe d'officiers dissidents annonce la création de l'armée syrienne libre qui a pour objectif de protéger les manifestants de la sanglante répression. Mais après avoir contrôlé la plus grande partie du pays jusqu'en 2014, l'opposition armée recule avec l'intervention russe en 2015. L'État islamique, un acteur de cette situation syrienne, apparaît sur le terrain à partir de 2013. La formation djihadiste est composée de 80% de non-syriens, des extrémistes venus du monde entier. Elle a un tout autre agenda. Elle proclame en 2014 un califat sur une grande partie du territoire syrien et irakien et contrôle toute la moitié orientale de la Syrie le long de la frontière avec l'Irak.
Elle s'impose par la force et la terreur, chassant les formations rebelles syriennes, notamment à Raqqa, sa capitale syrienne, soumettant la population locale à sa loi et commettant des atrocités. Attaquée depuis 2014 par des raids aériens d'une coalition internationale menée par les États-Unis, puis depuis 2015 par les aviations russes, françaises, britanniques, la formation se met sur la défensive et se projette à travers le monde, revendiquant des actions terroristes sanglantes et spectaculaires. Autre acteur de cette crise syrienne, les Kurdes, ils font parler d'eux sur la scène internationale lorsqu'ils affrontent les djihadistes de l'État islamique à la frontière syro-turque. La bataille de 10 mois se termine par la première grande défaite de l'État islamique. Sous l'impulsion des Américains, ils forment avec des groupes arabes pro-américains les forces démocratiques syriennes qui libèrent plusieurs vies dans le pays. En mars 2016, les Kurdes proclament unilatéralement leur entité fédérale dans les 3 cantons, aux grandes dames de la Turquie et des autorités syriennes. Une décision qui provoque un désintérêt de tous leurs alliés. 7 ans après les premières manifestations, le régime syrien est toujours là. Une résilience due à 2 facteurs, le premier d'ordre interne. Malgré les défections, les services de sécurité et l'armée ont préservé un minimum d'unité et sont restés loyaux au président Bachar al-Assad. Le second facteur d'ordre externe, la Syrie n'est pas isolée, elle a tissé des alliances ces dernières décennies avec des États, notamment l'Iran et la Russie, et des acteurs non étatiques comme le Hezbollah libanais. Non seulement ses alliés ne l'ont pas laissé tomber, mais ils se sont portés à son secours sur tous les plans, politiques, diplomatiques, financiers et militaires. C'est la fin de ce 23h. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. À très bientôt.